Salut, c'est Julien. Dans cette vidéo, on va voir comment optimiser sa fiscalité en tant que freelance et même en tant qu'indépendant de manière générale dès qu'on a une entreprise. Donc, si tu souhaites créer une entreprise, tu vas voir comment optimiser tout ça. Et à la fois, si tu as déjà une entreprise et que tu trouves que tu payes trop d'impôts, trop de cotisations, trop d'URSSAF, et ben pareil, tu vas voir comment optimiser tout ça. Donc, on est parti de suite. Pour ça, on va prendre un exemple d'une personne qui fait un chiffre d'affaires de 100 000 euros par an avec son activité. Donc, on va voir 4 types de structures. La micro-entreprise, la SASU, le URL, la holding. Donc, qui sont différentes structures juridiques, étant donné qu'en tant qu'indépendant, dès qu'on fait de la prestation de services, de la vente de marchandises ou autre, pour le coup, il faut obligatoirement une structure juridique pour être en règle aux yeux de l'État français. Donc, commençons par la micro-entreprise, qui est le statut qui est plébiscité par la majorité des freelances et des indépendants lorsque une activité est lancée. Donc c'est un cas qui va être très intéressant parce qu'à ce niveau-là, il y a vraiment moyen d'optimiser. Par contre, il ne faut pas se louper, c'est dès le début qu'il faut le faire. Donc on est parti. Il faut savoir que la micro-entreprise, il y a un plafond qui est de 72 600 euros par an. Et au-delà de ce plafond, on sort du plafond de la micro-entreprise. Mais il faut savoir qu'il faut dépasser les seuils de chiffre d'affaires 2 années consécutives pour avoir l'obligation de changer de statut. Donc si imaginons, on est en 2024, et en 2024, pour le coup, on a dépassé le plafond, on a fait 100 000 euros. En 2025, on a fait 100 000 euros. Et en 2026, on va être obligé de fermer sa micro-entreprise pour créer une autre structure et on n'a pas le choix par rapport à ça. Par contre, si imaginons en 2024, on a dépassé le plafond, on a fait 100 000 et en 2025, on a fait 50 000, pour le coup, c'est pas 2 années consécutives, donc on garde son statut de micro-entreprise si on le souhaite, ou sinon on peut changer de structure avant, on peut avoir sa micro-entreprise jusqu'à 30 000 euros de chiffre d'affaires et après changer de statut. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Un point qui est important juste par rapport à la micro-entreprise, c'est que tout est calculé sur le chiffre d'affaires directement. C'est pas calculé sur le bénéfice, à l'inverse d'une société. Donc, 100 000 euros, prenons ce cas concret. Et ici, il va y avoir 2 cas. Il va y avoir le premier cas, c'est quelqu'un qui a opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Et le deuxième cas, c'est une personne qui n'a pas de prélèvement libératoire pour l'impôt sur le revenu, donc qui paye ses impôts à la fin de l'année comme tout le monde. Ou du moins comme beaucoup d'indépendants, parce qu'en tant que salarié, maintenant, il y a le prélèvement à la source. Donc pour le prélèvement libératoire pour l'impôt, si la personne a opté pour ça et qu'elle a fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, elle va devoir payer 22% sur son chiffre d'affaires d'URSSAF, donc soit 22 000 euros, et plus le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu de 2,2%, soit 2 200 euros sur 100 000 euros. Je prends des chiffres ronds, comme ça c'est beaucoup plus simple. Donc du coup, on fait 100 000 fois 24,2, ça fait 24 000 euros 200 d'URSSAF plus d'impôts. Donc à la fin, on se retrouve avec un bénéfice de 75 800 euros. Donc pour la France, c'est extrêmement bien. C'est-à-dire que là, en réalité, on met les impôts plus l'URSSAF. Globalement, on est en dessous des 25% pour finalement un CA net à la fin dans sa poche de 100 000 euros. Donc il nous reste 75 000 sur 100 000 euros, ce qui est quand même assez énorme. Maintenant, on va comparer à quelqu'un qui est aussi en micro-entreprise, mais qui n'a pas opté pour le versement libératoire. Et tu vas voir, la différence, elle est stratosphérique. C'est pour ça que c'est vraiment important de bien choisir selon ta situation, est-ce que tu optes pour le versement libératoire ou non, surtout quand tu es en micro-entreprise. Donc là, l'URSSAF 22%, comme tout en haut. Par contre, là, c'est l'impôt classique, à la fin de l'année. Et donc, l'impôt classique, il faut savoir que les impôts mettent un abattement sur notre chiffre d'affaires pour calculer notre impôt sur le revenu personnel. Et cet abattement, il est de 34%. Donc tout d'abord, 100 000 fois 22%, donc ça c'est 22 000 euros d'URSSAF. Un petit peu comme là-haut, on avait vu, on avait 22%. Et ensuite, pour les impôts, il y a un abattement de 34% en BNC, donc c'est bénéfices non commercial. Pour le coup, c'est les activités de freelance. Précité dans d'autres activités, notamment la vente de produits et de marchandises, l'abattement il est encore plus important. Donc du coup, après l'abattement, quand on enlève 34% aux 100 000, il nous reste 66 000 euros imposables. Donc ils ont enlevé l'abattement. Et 66 000 euros imposables, ça fait 13 721 euros d'impôts. Donc quand on rajoute l'URSSAF plus ici l'impôt, on se retrouve avec 35 720 euros d'URSSAF plus d'impôts, soit un bénéfice de 64 279 dans sa poche. Donc là, on voit réellement la différence. C'est des personnes qui ont exactement la même activité, mais pour autant,
Il y en a un qui a opté pour le versement libératoire et un autre qui n'a pas opté pour le versement libératoire. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut toujours opter pour ce fameux versement libératoire. Typiquement, lorsqu'on génère des tout petits chiffres d'affaires, disons 10 000 euros par an, bah, pour le coup, on n'est pas imposable. Et si on a opté pour le versement libératoire, eh ben, on va payer 2,2%, alors que logiquement, on n'est pas imposable. Donc ça va dépendre, mais en tout cas, dès qu'on commence à faire un chiffre d'affaires qui est assez important, pour le coup, le versement libératoire, c'est une folie furieuse. Il y a quand même quelques règles à respecter pour pouvoir opter pour ce fameux versement libératoire. C'est d'avoir sur son année N-2, sur son avis d'imposition, moins de 25 000 euros au niveau de sa déclaration d'impôt. En sachant que ce qui est très bien, c'est que si on a opté pour le versement libératoire, bah, c'est 25 000 euros après l'abattement. Donc c'est un point qui est quand même plutôt intéressant lorsque on souhaite réavoir le prélèvement libératoire une année consécutive. Et dans tous les cas, imaginons même si on a fait 100 000, même 200 000 pour le coup, bah, on a toujours cette deuxième année où on peut re-exploser le plafond complètement et rebénéficier de ce prélèvement libératoire. Et c'est juste après qu'il faudra changer de structure juridique. Donc ça, c'est un point qui est très important parce que là, il y a quand même plus de 10 000 euros d'économie d'impôt. Parce qu'ici, la personne, elle a fait 100 000 euros, elle a payé globalement 2 200 euros d'impôt. Ici, la personne, elle a payé 13 721 euros d'impôt. Donc c'est pour ça que tous ces éléments sont des éléments qu'il faut prendre en considération. Maintenant, on passe à une autre structure juridique qui est la SASU. Donc la SASU, c'est un type de société, souvent aussi qui est utilisé par la majorité des freelances parce que on est seul, c'est unipersonnel, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors la SASU, pour sortir 100 000 euros du compte d'une SASU, pour le coup, ça coûte cher. Lorsqu'on veut sortir 100 000 euros du compte d'une SASU, pour se payer, en termes de cotisation, on va payer 43 396 euros. Alors ça, c'est juste les cotisations, il n'y a pas encore l'impôt. Donc le salaire net, ça fait 56 604 euros, mais c'est avant impôt. Parce que après ça, il y a l'impôt sur le revenu personnel. Et là, l'impôt sur le revenu personnel, pour 56 000 et quelques euros, on est, on va dire, à 10 000 euros d'impôt. Donc à la fin, il reste 46 000 euros. Donc globalement, pour faire simple, en SASU, si on souhaite se payer 100 euros, pour le coup, souvent, il faut sortir quasiment 200. Ça va dépendre encore une fois de la hauteur de ses revenus. Plus on veut sortir un montant important, plus ça va coûter, surtout en termes d'impôt sur le revenu, parce que les cotisations sont quasiment les mêmes, mais on peut voir que ça coûte très très cher. Donc là, à l'inverse, ici 46 000 euros, c'est-à-dire qu'une personne ici qui avait tout en haut opté, même pas pour le versement libératoire juste ici, elle, c'était quand même beaucoup plus intéressant parce qu'il lui reste quand même 64 000 dans sa poche, alors que quelqu'un qui a une SASU, bah, il lui reste beaucoup moins. Après, ce qu'il faut prendre en considération avec les sociétés, c'est que potentiellement, on peut aussi décider de se payer très peu. Imaginons de se payer un SMIC, ou même moins d'un SMIC pour certains, et pour le coup, du coup, on va payer très très peu d'impôts sur le revenu. Et c'est intéressant si, imaginons, on a une micro-entreprise et qu'on ne peut pas opter pour le versement libératoire et que si on fait un chiffre de 100 000, pour le coup, on va payer, on l'a vu, 13 000 euros d'impôts. Donc c'est quand même assez énorme. Donc ici, si on se paye un SMIC, les impôts vont être très faibles, même si les cotisations, bah, vont quasiment être importantes, c'est quasiment le double de ce qu'on sort. Mais par contre, le reste de l'argent, il est dans la société. Alors il va être imposable à l'impôt sur les sociétés. C'est quelque chose qu'on n'a pas en micro-entreprise. Et là, pareil, il y a des plafonds. On a un plafond à 15%, il me semble qu'il y a un plafond aussi à 25%. Mais pour le coup, c'est quelque chose qui peut être quand même intéressant. C'est pas parce que là, on voit directement que bah, à la fin, il nous reste moins d'argent que c'est pas intéressant, étant donné que bah, ça dépend de chaque situation. Mais si on veut en tout cas se payer le plus possible, pour le coup, effectivement, pour se verser un revenu, la SASU, c'est pas le plus optimisé. Après, on va voir aussi une chose, parce que des fois, on souhaite se payer plus pour investir, notamment dans l'immobilier. Et là, on va voir que il y a une structure qui est très 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 intéressante, qui peut être la holding juste en dessous. On passe ensuite à l'EURL. Alors l'URL, c'est pareil, c'est un type de société unipersonnelle, et pour le coup, c'est un petit peu plus intéressant que la SASU, de manière générale, en tout cas lorsqu'on souhaite se payer. Après, en termes de sécurité du chef d'entreprise, bah, c'est un petit peu moins, j'allais dire encadré, mais pas encadré. Disons que on cotise moins pour la retraite qu'une SASU, mais pour le coup, on peut voir qu'ici, il nous reste 56 000. Donc pareil, 13 521 euros d'impôts, plus des cotisations et contributions de 30 100 euros, ce qui fait un revenu net après impôt de 56 000. Donc c'est un petit peu moins de diviser par deux, mais quand même, c'est assez important. Maintenant, ce qui se passe, c'est que prenons un cas précis, imaginons, on ne peut pas rentrer dans les cases de la micro-entreprise que les plafonds sont dépassés.
Ou parce que tout simplement, on n'a pas envie d'avoir une micro-entreprise, on veut directement une société, parce que la société va avoir l'avantage de pouvoir déduire certains frais si on délègue certaines prestations. Imaginons qu'on est freelance, qu'on délègue certaines prestations à d'autres freelances, on va pouvoir le déduire, ça va nous permettre aussi de réduire notre impôt sur les sociétés. Parce que l'impôt sur les sociétés, c'est finalement plus on sort d'argent de la société, soit en investissement, donc c'est-à-dire on achète un ordinateur, on achète du matériel en charge, on a des locaux, etc. Et plus notre impôt sur les sociétés va réduire. C'est pour ça que certaines sociétés, souvent, font à la fin de l'année un 13e mois, des activités, parce que ça réduit aussi leur impôt sur les sociétés. Donc maintenant, on va prendre un cas précis. On a une société du coup, et notre but, c'est de générer beaucoup d'argent, mais surtout de faire en sorte de pouvoir investir dans l'immobilier. Là, on peut le voir ici, le souci qu'on soit en EURL ou en SASU, c'est que globalement, si on veut sortir beaucoup d'argent, ben, on va aussi payer beaucoup d'impôts sur le revenu, voilà, pour 100 K ici de sortie, globalement, on divise par 2 ce qui reste à la fin, ce qui est énorme. Donc le souci avec ça, c'est que, bah, on a une perte sèche, quoi, parce que les cotisations, elles nous apportent rien. Alors oui, ça contribue à la retraite, à la sécurité et cetera, mais mis à part ça, c'est pas forcément intéressant pour nous en termes d'investissement et l'impôt, idem. Alors oui, ça fait en sorte, que tout se passe bien entre guillemets «dans le pays», que les personnes ont des aides, de contribuer, mais personnellement, dans ces investissements, ça a pas d'intérêt. Donc du coup, ce qui peut se passer, c'est de créer une holding. Alors une holding, c'est quoi? C'est tout simplement une société. Alors c'est une société, la holding, ça pourrait être une SASU, une SAS, une EURL. Alors ça peut pas être une micro-entreprise, hein. C'est possible uniquement avec les sociétés de faire ce type de montage. Et en fait, c'est une société qui va posséder d'autres sociétés. Donc prenons un cas simple. Imaginons, moi, j'ai mon activité de freelance et pour le coup, j'ai une SASU pour mon activité de freelance. Donc c'est ce qu'on a vu un tout petit peu plus haut, la SASU. Donc ma SASU, imaginons, je vais la mettre ici. Et j'ai aussi une holding, on va voir à quoi ça sert. Et pour le coup, ma holding, c'est aussi une SASU ou ça pourrait être une SAS ou autre. Encore une fois, c'est à chacun de voir ce qui est le plus intéressant selon ses besoins. Mais là, on va prendre l'exemple d'un montage, j'ai une SASU et ma holding, c'est aussi une SASU. Et ensuite, j'ai une autre société qui est une société civile immobilière, une SCI. Cette SCI, pour moi, bah, elle a pour but vraiment de me créer du patrimoine. Donc on va prendre l'exemple que là, on n'a pas 4 filiales, on a juste 2. On a la SASU 1 pour notre activité de freelance, et ici on a une SCI, c'est pour gérer nos investissements immobiliers et investir dans l'immobilier. Et on a notre holding en haut. Donc globalement, on a 3 sociétés. Ce qui va se passer, c'est que, on l'a vu, lorsqu'on a une SASU ou une URL, on paye beaucoup d'impôts si on se paye beaucoup. Au-delà de ça, on paye aussi beaucoup de cotisations patronales, salariales, etc. Donc, ce qu'il est possible de faire, c'est lorsqu'on a une SASU, imaginons ici, c'est de se dire, au lieu de me payer un certain montant et de sortir 100 000 euros, imaginons qu'ils vont descendre en bas, je vais sortir 100 000 euros et donc du coup, je vais diviser par 2 ce qui me reste dans ma poche pour ensuite investir dans l'immobilier, aller voir le banquier. Ce que je peux faire, c'est me payer pas beaucoup, imaginons un SMIC, même moins d'un SMIC si on a besoin de moins d'un SMIC, et le reste des fonds, je vais le remonter dans la holding. Et c'est un régime qui s'appelle le régime Murphy. Et en remontant ce qu'on appelle des dividendes dans la holding d'une SASU à une holding, pour le coup, ces dividendes sont exonérés d'impôts à 95. Donc globalement, ce qui est assez intéressant, c'est que, imaginons, on va remonter 100 000 euros d'argent qui est dans la SASU, dans la holding, et ben pour le coup, sur ces 100 000 euros, on a 95 qui sont exonérés d'impôts, donc c'est quand même assez énorme. Donc ça veut dire qu'on n'aura que 5 000 euros sur les 100 000 euros qui seront imposables, donc ce qui est extrêmement faible. Donc au final, ça correspond à quelques centaines d'euros, même pas des milliers d'euros, sur 100 000 euros. À l'inverse, si on sort 100 000 euros ici, on a vu qu'on divise par deux quasiment. Donc cet argent-là, on le remonte dans le holding, et après, on peut le redescendre dans la SCI. Et finalement, cette SCI, parce qu'elle fait partie aussi de notre holding, il faut juste que la holding ait des parts finalement dans la société. Avec celle-ci, on va pouvoir investir dans l'immobilier. Et du moins, ça va créer une beaucoup plus petite et infime friction fiscale que directement sortir un gros salaire en SASU, en EURL. Donc le montage holding, c'est un montage qui peut être très très intéressant. Encore une fois, c'est pas adapté si on fait un petit chiffre d'affaires, c'est-à-dire quelqu'un qui fait 30 000, 40 000, 50 000. En dessous de 50 000, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt. Au-delà, il faut y réfléchir lorsqu'on est en société
pour voir est-ce que, ça peut être intéressant. Parce qu'encore une fois, il y a les coûts d'avoir plusieurs sociétés, parce que quand on a une société ici, une société là, on va avoir des coûts annuels. Alors c'est pas forcément très élevé, hein, si on prend le cas d'une SASU, imaginons on a une SASU, en général on va être sur, 100 € par mois, donc 1 200 € par an de coût de sa SASU et ça permet de réduire son impôt sur les sociétés parce que ce sont des frais de société, les experts comptables et cetera. Si on a une holding, pareil, on va avoir des frais pour créer la holding et cetera. Mais c'est pas déconnant par rapport à l'économie d'impôt et souvent une holding, on la garde à vie. C'est-à-dire, tant qu'on est en France, qu'on est, entrepreneur, entrepreneuse, la holding, on la garde et c'est beaucoup utilisé aussi en France pour, finalement racheter d'autres boîtes parce que ça permet d'intégrer, d'autres boîtes et il y a plein d'autres éléments, alors que je vais pas aborder dans cette vidéo parce que c'est pas forcément pour, directement, optimiser la fiscalité au premier abord, mais qui peuvent être très intéressants avec la holding. Il y a aussi des choses qui se font, c'est quand une boîte, prenons le cas d'Air France, a une holding, on a même des fois des cascades d'holding, hein, les grands groupes, Total, si on va sur société.com, ils n'ont pas une holding, ils ont une cascade d'holding avec plein de sociétés et tout ce système-là, alors là, c'est le système simplifié parce que c'est pour un indépendant, mais lorsqu'on est un énorme groupe, forcément, il y a plusieurs holdings, plusieurs sociétés et cetera et ce qui se passe, c'est qu'imaginons ici, on a une holding avec 4 sociétés. Sur ces 4 sociétés, on a 2 sociétés qui sont en bénéfice. Donc en bénéfice, c'est-à-dire qu'ils vont payer de l'impôt sur les sociétés à la fin de l'année parce qu'il reste de l'argent sur les comptes. Et on a 2 sociétés qui sont déficitaires. Donc où finalement, on a plus de pertes que de gains, donc la société est déficitaire. Ce qu'on va pouvoir faire finalement, c'est pour faire le calcul de l'impôt sur les sociétés, c'est de ramener tous ces fonds au sein de la holding afin de faire un calcul pour calculer cet impôt sur les sociétés. Et vu qu'on a des sociétés rentables et non rentables, l'impôt sur les sociétés il va être moyenné sur chacune d'entre elles. Donc ça peut permettre aussi de réduire son impôt sur les sociétés. Donc ça, c'était un point voilà, qui était important, c'est l'utilisation d'une holding. Alors ici, j'avais mis quelques petites phrases, mais en soi, c'est exactement ce que je viens de partager. Donc on a différents types de montage. On peut voir qu'en tant qu'indépendant, il y a quand même moyen d'optimiser les choses. Alors, par contre, c'est sûr, en France, c'est pas Dubaï ou je ne sais quoi, donc oui, il y a une fiscalité et on ne pourra pas avoir, à chaque fois, 0 d'impôt parce qu'il y aura un moment, toujours, on va payer, de l'impôt, de la CFE, des cotisations, de l'URSSAF et cetera. Mais en tout cas, il y a vraiment de quoi faire, il y a vraiment de quoi optimiser les choses. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas si tu as des questions, après n'oublie pas, je suis pas expert comptable, donc je t'invite à te rapprocher d'un comptable. Souvent en plus, tu as, un rendez-vous gratuit avec les experts comptables, donc ça c'est plutôt cool, même avec les avocats aussi, les fiscalistes. De manière générale, ils font souvent un rendez-vous gratuit, au sein duquel tu peux leur poser toutes tes questions et après à voir, on regarde ses avis et cetera, mais souvent quand la personne est experte comptable, elle connaît quand même pas mal son domaine et l'idéal c'est d'avoir un expert comptable sur un domaine précis. Imaginons un expert comptable pour, les indépendants, à leur compte freelance ou imaginons un expert comptable pour, les personnes qui sont dans le BTP et cetera, afin que ça soit hyper précis. Mais voilà par rapport à toutes ces informations, comme je t'ai dit, n'hésite pas si tu as des questions. Tu as aussi mon programme Freelance, Academy, qui est, disponible. Alors il reste quelques places via le CPF, en sachant que tu peux réserver un appel ci-dessous avec moi qui est entièrement gratuit pour voir est-ce que le programme pourrait, répondre totalement à tes besoins et adapté à toi, à ta situation. Est-ce que réellement, avec je vais pouvoir, t'aider ou pas? Parce que l'idée c'est d'avoir des personnes dans le programme qui vont vraiment, être propulsées et donc je veux vraiment que chaque personne, le programme corresponde parfaitement à leur situation. Donc tu as tous les liens en description et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.